Alors, avant de prendre la pause, nous allons écouter attentivement la conférence inaugurale du professeur Gabriel Zomeyebe. Il fera sa présentation sur PowerPoint, mais je voudrais rassurer les uns et les autres que nous sommes tous fans dans la salle et le cadre d'échange obéit à la méthodologie que l'on utilise d'habitude à bas. Donc quiconque voudrait dire quelque chose, intervenir, mais dans le sens de ce qui est prévu, est autorisé à prendre la parole. Et cette parole peut être prise en français pour ceux qui le peuvent, mais également en fan, parce que tout le monde ici comprend le fan. Maintenant, nous allons écouter et suivre la conférence inaugurale du professeur Gabriel Zomo. Monsieur le maire, chers invités, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, permettez-moi avant de commencer mon propos de remercier tout un chacun, ceux qui ont voulu être là aujourd'hui, mais en réalité, ils sont plus nombreux à suivre nos journées parce que ça passe en direct à Internet et donc la diaspora fan. Ceux qui sont à l'extérieur ou qui sont loin d'OIM suivent en direct ce que nous allons faire. Ils peuvent poser des questions, ils poseront des questions tout au long de nos débats. Voilà pourquoi je tenais à remercier chacun d'entre vous. Le problème que je soumets à votre réflexion est difficile. Difficile, un problème qui fait même peur. Dès qu'on parle de l'immigration, les gens ont peur. Ça devient un sujet tabou. En parler d'ailleurs, c'est être xénophobe. Dès qu'on dit les femmes veulent se réunir, je suis sûr que beaucoup avaient même encore peur de venir même dans la salle. Quand bien même ils pensent comme nous. En Europe, c'est un thème en réalité surmédiatisé. C'est-à-dire beaucoup de gens en parlent. Un thème surmédiatisé, mais en réalité qui est brouillé par la réalité, par la complexité du sujet. Chez nous, personne n'ose en parler. Je reviendrai évidemment sur mon propos en résumant tout cela enfant. Le thème, je vous disais, est un sujet tabou. Les gens n'en parlent pas. On a peur d'en parler. On a même peur d'élaborer une politique d'immigration. Or, s'il n'y a pas de politique d'immigration, c'est malheureusement la porte ouverte à tous les extrêmes. Beaucoup d'entre vous ont vu à la télévision, dans les journaux, comment l'immigration a déstabilisé beaucoup de pays. Comment les gens ont été dépossédés de leur terre, de leur pays, par l'immigration. Les mouvements migratoires touchent donc aux ressorts les plus profonds de notre société, au sein desquels ils introduisent des transformations structurelles fondamentales et durables. C'est pourquoi partout dans le monde, ce thème fait l'objet de débats au sein des organismes internationaux, je pense notamment aux Nations Unies, à la CAC et au sein même de beaucoup de pays. Ce n'est donc pas finalement un sujet tabou. Il s'agit d'un sujet à aborder. Les questions migratoires et surtout les phénomènes migratoires, oui. Technicien, il y a trop d'écho. Il est là. Oui. Peut-être je peux parler sans micro.
Vous avez baissé? C'est mieux? Là, ça passe mieux? Bien. Je disais donc que les questions posées par les phénomènes migratoires sont relatives à la sécurité, posent des problèmes de sécurité, des problèmes économiques, des problèmes culturels, religieux et même de stratégie des pays. Et ces problèmes maintenant sont inséparables. Vous ne pouvez pas parler d'économie sans parler de sécurité. Vous ne pouvez pas parler de développement sans parler d'environnement. Ce sont des problèmes qui sont liés. C'est pourquoi on aura beaucoup de thèmes à débattre au cours de ces journées. Mais cette multidimensionnalité des thèmes, cette pluralité des thèmes ne signifie pas qu'on va parler de tout et de rien. Vous savez très bien qu'en réalité, dès qu'on touche à l'immigration, c'est le domaine réservé du président de la République. Dès qu'on touche à la sécurité, c'est également le domaine réservé d'un président de la République. C'est pourquoi nous avons entrepris une démarche républicaine. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Nous avons écrit au président de la République pour lui signifier, pour l'informer et pour lui demander son autorisation pour tenir ces journées. Voilà pourquoi nous pouvons tenir ces journées en toute liberté. Et peut-être pas, ce n'était pas une surprise pour moi, mais une surprise peut-être pour beaucoup d'entre nous. Il a été d'accord pour la tenue de ces journées-là. Cela voudrait dire que lui-même tient également à cœur l'unicité de ce pays et peut-être l'avenir de ce pays. Parce que nous n'allons pas changer le Gabon et surtout nous n'allons pas changer notre propre province. Il ne s'agit donc pas d'une journée de politique politicienne. Est-ce qu'on est pour ou contre tel candidat? Je sais que nous sommes dans une période électorale et beaucoup de gens ont peut-être peur que nous ne glissions dans une politique politicienne. Erreur monumentale. D'ailleurs, vous voyez, nous sommes ici des gens qui viennent de différents horizons, qui pensent autrement. Ceux qui nous suivent, quelques-uns sont de l'opposition, d'autres de la majorité. Ceux qui ont contribué à ces journées, quelques-uns sont de l'opposition, d'autres de la majorité. Il ne s'agit donc pas d'un problème de politique politicienne, mais un problème qui va concerner l'avenir de nous tous. Mais ce problème n'est pas seulement l'affaire des universitaires. C'est vrai, les universitaires vont introduire, mais c'est l'affaire de nous tous. Nous, chacun peut apporter, ne fût-ce que son expérience. Ça peut être un jeune, une femme, un chef de quartier, un chef de village, un paysan. Et vous verrez, chacun d'entre nous apportera quelque chose à cette réflexion. Quelles que soient donc vos convictions, vous pouvez parler en toute liberté. Beaucoup se demandent pourquoi on a choisi le Welentem. Pourquoi le Welentem? Pourquoi pas tout le Gabon? Mais en réalité, derrière le titre, vous pouvez imaginer qu'il s'agissait de tout le Gabon. Parce qu'on a dit le cas du Welentem. Mais la spécificité du Welentem est simple. Le Welentem est la porte d'entrée de l'immigration en provenance de l'Afrique de l'Ouest. Tous les immigrés qui passent par la route passent par cette route-là. Et beaucoup ne partent plus à Libreville. Ils restent au Welentem. Et donc s'il y a un problème dans les autres pays, c'est le Welentem qui sera la première province à subir malheureusement les contre-coups des situations qui sont ailleurs. C'est dans la zone des 3 frontières. Voilà pourquoi nous avons une situation spécifique. Deuxième situation spécifique, le problème de la terre. On pense que la terre est relativement abondante chez nous. Mais, il faut le savoir, cette terre a fait l'objet d'un savant partage entre les tribus et entre les familles d'une même tribu. C'est donc avant tout une richesse. Je pense que si je parle fan, abo fan, abo ashin, bien mena kabana shi ya fan. C'est pour telle famille.
Et donc la terre, nous le savons, a été un enjeu pour l'enfant. Et son exploitation a structuré toute notre tradition. Toute notre tradition, parce que l'enfant, ce n'est pas d'abord un ouvrier. C'est plutôt, à la limite, un fermier, un exploitant agricole. Chacun veut avoir sa plantation et avoir sa main-d'œuvre. L'enfant est un propriétaire terrien. Et on va voir pourquoi c'est un propriétaire terrien. Et ce qui va surtout caractériser l'enfant, c'est la représentation qu'il fait de Dza. Parce que cette représentation du village est fondamentale à comprendre. Toute la vie fan est justement sur ce schéma. Vous voyez en haut du schéma, il y a la terre. La terre que nous nous sommes partagés en réalité. Et cette terre, d'un côté, c'est une réserve de valeur. Une réserve de valeur, bon, ça ne se voit pas très bien parce que c'est en bleu, c'est à votre gauche. Une réserve de valeur, là-dedans vous avez Afan, c'est-à-dire la forêt où nous faisons la pêche, la chasse. Il y a les Korok, où nous avions déjà réalisé des plantations. C'est une terre qu'on met en jachère. Et plus près de nous, il y a Fa, où nous avons des fois nos toilettes, où nous avons la banane. Pour ne pas aller très loin, on peut couper la banane juste derrière la maison. Mais la terre représente également un facteur de production pour la vie. C'est avec la terre que nous faisons, grâce à la terre, grâce à la possession de la terre, que nous faisons nos plantations, que nous faisons la pêche, que nous faisons la chasse. C'est avec la terre qu'on forgeait même un certain nombre d'instruments. C'est également, la terre est un lieu de spiritualité pour l'enfant. Vous le savez, lorsqu'on bénissait un enfant, c'était sous un arbre, au vent. On le faisait sous un arbre. Et donc la terre est un lieu de spiritualité. Et vous le voyez, lorsque nous enterrons nos papas, c'est souvent devant la maison et non derrière la maison. Ça a toute une grande signification chez les femmes. Cela voudrait dire, si vous voulez partir de votre village, lorsque vous enterrez votre papa devant, on va vous demander de ramasser aussi la tombe de votre papa. Puisque vous ne pouvez pas le ramasser, cela voudrait dire plus jamais vous ne quitterez cette terre. C'est ça donc la terre chez les femmes. Et voilà pourquoi l'enjeu foncier va être fondamental dans l'avenir. Et vous avez là, bon, malheureusement il n'y a pas beaucoup de couleurs. Tout ce qu'on venait de dire, vous avez au milieu Ekorok, Mefan, Fa et Afan. Évidemment, là où nous habitons, à bas à côté et Nda. Le problème aujourd'hui, cette terre que nous nous sommes partagés, qui d'ailleurs pendant longtemps a fait l'objet de guerres entre les tribus, cette terre est aujourd'hui recherchée par d'autres personnes. D'autres personnes, c'est-à-dire les immigrés. En l'occurrence, je parle surtout des immigrés ouest-africains. Vous vous posez la question pourquoi on ne parle pas des immigrés de l'Afrique centrale. N'oublions pas que nous sommes dans la CEMAC et il y a la libre circulation des hommes et des biens maintenant dans la CEMAC. Ce qui nous préoccupe, c'est surtout ceux qui viennent de loin. Alors, ces immigrés qui arrivent ont un savoir-faire en matière d'agriculture. Les premiers immigrés qui sont arrivés chez nous, les Aoussa, on en parlera, faisaient du commerce. Ce n'étaient pas nos concurrents directs. Nous, on faisait l'agriculture, eux, ils faisaient le commerce. Mais aujourd'hui, ceux qui arrivent, ils veulent faire l'agriculture ou ils font déjà l'agriculture. Mais pourquoi arrivent-ils chez nous? Le maire tout à l'heure posait la question, d'où viennent-ils? Quelles sont leurs motivations profondes? Ce que nous savons aujourd'hui, beaucoup de ces immigrés viennent du côté de l'Afrique de l'Ouest, au Burkina, au Mali, en Guinée, Guinée-Sékou Touré, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Bref, ils viennent de tous ces pays-là. Mais ce que nous savons également de ces pays, c'est que la population augmente trop vite dans ces pays-là. Un pays
comme le Burkina risque d'avoir 50 millions d'habitants dans les années 2035. Le Niger également. Le Nigeria aura à peu près un peu plus de 200 millions, 250 millions d'habitants dans ces années-là. Il se pose dorénavant chez eux un problème de terre. Et donc ces nouveaux immigrés ne viennent pas seulement pour chercher du boulot. Ils viennent en grande partie pour chercher et le boulot et une terre où vivre. Voilà pourquoi ils seront plus tard ou déjà en concurrence directe avec les villageois, avec nos terres, avec nous les habitants des villages. C'est donc la pauvreté qui va augmenter chez eux, la population qui augmente trop vite chez eux. Ils lorgnent dorénavant les terres d'Afrique centrale. Quelques-uns, vous avez écouté la radio, essayent de traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Beaucoup meurent dans la Méditerranée. Mais d'autres se disent, en Afrique centrale, il y a des terres vides. C'est une zone vide. N'oublions pas que nous avons à peine 1 800 000 habitants. À côté, le Congo n'a pas à peine 4 à 5 millions d'habitants. La Guinée équatoriale est également vide. Même la RDC est un pays vide. C'est un grand pays, même s'ils ont plus de 50 millions d'habitants, mais c'est un pays vide également. En Afrique de l'Ouest, surtout dans les pays du Sahel, ils n'ont pas beaucoup de terres pour planter. Une bonne partie du Mali, du Niger, c'est le désert. Et ils sont de plus en plus nombreux. Si rien n'est fait, les Nations Unies le savent, il peut y avoir une catastrophe alimentaire chez eux. Dorénavant, voilà pourquoi leur motivation profonde, c'est venir chercher des terres. Et donc, leur nombre de plus en plus élevé montre que l'immigration ne va pas s'arrêter. Cette immigration vers chez nous ne va pas s'arrêter. Voilà pourquoi on a convoqué ces journées. Pour dire aux populations du Wellington, pour dire aux jeunes, aux retraités, aux notables, est-ce que vous voyez ce que nous voyons? Est-ce que vous voyez ce que nous voyons? Ce que le Fang appelait Ayeno Yap. Ibeyena no Yap. Et à côté, malheureusement, nos villages se meurent. Beaucoup de villages se meurent. Parce que beaucoup d'entre nous n'osons même plus descendre au village. C'est vrai, il y a quelques villages dynamiques, mais d'autres se meurent. J'ai connu un village vers chez moi, à Nama. C'était l'un des plus grands villages du département d'Untem. Aujourd'hui, ce village qui devait compter 600 ou 700 habitants n'a même plus à peine 50 habitants aujourd'hui. Et donc beaucoup de villages se meurent. Comment revitaliser ces villages-là? Comment refaire vivre ces villages? La plupart des gens qui suivent ces mouvements migratoires disent, en réalité, on peut profiter de l'immigration. On peut profiter de l'immigration. Ça peut nous permettre de développer peut-être nos villages. Mais à une condition. Que nous-mêmes, on gagne dans cette immigration, mais que celui qui arrive gagne également. Nous verrons plus tard, évidemment, les conditions pour que ça se passe. Et il est intéressant, peut-être pour l'État qui devrait élaborer une politique migratoire, de savoir quelles sont les parties prenantes, évidemment, les motivations de ces immigrés, comme on le voyait tout à l'heure. Donc, je disais bien, aujourd'hui, les nouveaux immigrés ne cherchent pas seulement le boulot. Ils ne cherchent pas du travail seulement. Ils cherchent, malheureusement ou heureusement, à s'établir et définitivement. Voilà la nouvelle donne internationale. La population mondiale augmente et les gens sont de plus en plus à la recherche d'une terre. Et donc si nous ne faisons rien, ce sera tant pis pour nous. Mais si nous savons, comme nos ancêtres, prendre les devants, nous pouvons peut-être sauver notre culture, développer nos villages et notre province et partant tout le Gabon.
Quand vous voyez sur cette carte, vous avez des petites flèches rouges. Ça vous montre comment les gens viennent chez nous. Ils viennent de très loin. Pour ceux qui ne voient pas bien, malheureusement je n'ai pas le pointeur, vous voyez bien le Gabon est ici. Le Cameroun là, le Nigeria. Vous voyez bien, ils viennent depuis la Mauritanie, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger. Bref, tout ce monde-là qui arrive chez nous viennent de tous ces pays-là. Et vous vous demandez, mais pourquoi viennent-ils? Est-ce qu'ils sont encouragés par leur pays? Ou alors c'est un mouvement aléatoire? Ils viennent par hasard. Mais en réalité, je vous le disais, l'accroissement de la population trop rapide de ces pays va poser un problème de terre chez eux. Pose déjà un problème de terre. Et donc, dans beaucoup de ces pays, on encourage les gens à partir. J'ai moi-même un gardien qui est malien au village. Et il me disait quand il partait, pour eux, il faut qu'il parte. Vivant lorsqu'il envoie le premier mandat chez lui. Ah, enfin, il a réussi quand même à survivre. Et donc, beaucoup de familles qui sont restées au Mali, au Burkina, au Niger, vivent de l'argent envoyé par ces immigrés. Voilà pourquoi ces pays, peut-être ne le disent pas à haute voix, encouragent leurs ressortissants à partir. D'autres pensent même qu'on peut doucement, mais sûrement, envahir toute l'Afrique centrale. C'est un pays vide et eux, ils sont très nombreux. Et donc, il est intéressant de savoir ces pistes migratoires. Et comment font-ils pour arriver chez nous? Un premier arrive dans un village, vit avec une veuve, commence à faire des plantations. Au bout d'un certain temps, il dit à la veuve, à sa femme, à sa nouvelle femme, la plantation est trop grande, je veux de la main d'œuvre, je vais appeler mon frère qui viendra nous aider. Nuitamment, son frère arrive, ils viennent comme ça, un à un, un à un, un à un, et vous vous rendez compte dans votre village, ils sont déjà à plus de 50. Voilà comment ils arrivent, et voilà leur motivation. Beaucoup risquent de ne plus repartir chez eux, il faudrait qu'on le sache. Et donc, il est aussi intéressant de savoir comment ils partent du Burkina, du Mali, du Niger pour arriver chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des pays de transit. Pourquoi ces pays laissent passer ces gens-là si facilement? L'un des pays de transit, c'est nos frères à côté, le Cameroun. Dès qu'ils arrivent, par exemple, par le nord du Cameroun, ils se disent Aoussa. Et comme nous avons, nous, les Aoussa gabonais, il lui est très facile d'arriver jusqu'à Oyem. Parce qu'il va dire, je vais à Kokam, ce sont mes frères, et ainsi de suite. Et nous, on pensera qu'il s'agit d'un ancien Aoussa qui vit ici. Or, non. C'est même un Aoussa du Niger ou du Nigeria. Il n'est même pas du Cameroun. Et donc, ils profitent de ces relations-là et de ceux qui sont déjà sur place. Ils ont en réalité de vrais circuits qu'ils utilisent pour arriver chez nous. Et donc, il est intéressant de regarder ces pays de transit, surtout pour l'État qui devrait élaborer une politique migratoire. Donc, vous avez regroupé ici les différentes causes qui les poussent à venir. Vous avez aujourd'hui la principale cause, c'est la recherche de la terre. Parce que chez eux, il n'y a plus suffisamment de terre cultivable. Et ils sont en train d'avoir une surpopulation. Ce qui veut dire qu'en réalité, ces flux migratoires ne vont pas s'arrêter. Alors, le problème que nous posons aujourd'hui a une dimension économique, une dimension politique, juridique et sécuritaire corrélée. Ce problème a également une dimension humaine et culturelle renouvelée. On va passer un peu en revue ces différentes dimensions. La première dimension, qui est une dimension économique. Évidemment, ça nous concerne nous-mêmes. Tout le grand problème du Wellington, comment donner un revenu périn, un revenu permanent à ceux qui vivent dans les villages, pour éviter la paupérisation des villages et malheureusement, justement, l'exode rural.
pas seulement mais malheureusement dans les villages, le même problème commence à se poser dans les villes. Parce qu'il y a de plus en plus de chômeurs. Et beaucoup de retraités n'arrivent pas à arrondir leur fin du mois. Donc comment trouver un revenu? Comment engendrer un revenu pour ces gens-là? Ce que nous avons comme richesse, c'est la terre. Et nous verrons comment on peut utiliser justement cette terre pour essayer d'accroître nos revenus. Ce que nous savons faire, c'est l'agriculture. Comment va-t-on rebooster l'agriculture, développer l'agriculture avec ces immigrés? C'est Mme Mesure qui sera là peut-être l'après-midi parce qu'il a pris l'avion, qui disait, qui est le président du conseil départemental de Bitam, il disait comment le villageois peut vivre la joie. Voilà ce que nous devons, la solution que nous devons trouver. À côté, pendant que nous cherchons comment survivre, mais les immigrés, eux, arrivent chez nous. Ils arrivent chez nous, ils prennent des terres, ils plantent de la tomate, ils plantent les légumes, ils maîtrisent même les circuits de distribution. Bref, c'est lui finalement qui s'enrichit, alors que nous, on est là à ne rien faire. Et pourtant, l'homme est quand savait travailler la terre. Mais qui nous trouvons dans les villages aujourd'hui? Ce sont ces immigrés qui font de la tomate, les légumes et qui maîtrisent les circuits de distribution. Ils exploitent donc nos terres. Ils s'enrichissent, peut-être pas sur notre dos. Tant que nous on tourne les pouces, eux ils s'enrichissent. On me faisait un témoignage à Mindik, un notable de Mindik, il n'a pas pu être là, il est un peu malade, mais qui me disait, des immigrés sont venus partager dans son domicile 24 millions de francs CFA. Et vous devinez combien ils lui ont laissé? Même pas 50 000 francs. Et il a vu ces étrangers se partager 24 millions devant lui. Argent issu de l'agriculture. Alors, voilà des gens qui font de la richesse chez nous et qui repartent sans même nous laisser quoi que ce soit. Nous avons eu par le passé le pétrole à Port-Gentil. Ça existe toujours. Mais vous allez vous rendre compte que le pétrole qui est sous terre à Port-Gentil, les villages de Port-Gentil sont les villages les plus pauvres du Gabon. C'est parce que les Port-Gentillais, dès le départ, n'ont pas su comment essayer quand même de récupérer une petite partie de l'argent issu du pétrole. Malheureusement, nous sommes en train de faire la même bêtise, les mêmes erreurs. Il nous faut donc nous réveiller. Comment faire bénéficier les autochtones, ou même notre pays, l'État, les fruits de la production des autres? Mieux, ces étrangers viennent de nous montrer quelque chose pourtant que nous savions, que l'agriculture peut être une source d'enrichissement. Et là, je m'adresse aux retraités, aux femmes, aux foyers, aux fonctionnaires et aux jeunes qui pensent qu'il faut seulement aller à la fonction publique, alors que la fonction publique ne pourra plus malheureusement recruter tout le monde. Vous voyez déjà avec la situation du Gabon, on a arrêté le recrutement à la fonction publique. Le problème de l'immigration a également une dimension juridique, sanitaire et sécuritaire. Parce que si nous voulons développer nos villages, il nous faut d'abord sécuriser nos terres et utiliser une main-d'œuvre ayant un savoir-faire avéré. Il faut sécuriser les terres. Cela implique donc également un contrôle et une intégration de cette main-d'œuvre immigrée. On a dit, beaucoup d'entre eux ont fait par exemple, la cacaoculture de la Côte d'Ivoire a été faite par les immigrés. Et donc nous aussi, nous pouvons essayer de trouver comment rebooster par exemple la cacaoculture en utilisant ces immigrés. Mais lorsque nous avons des immigrés, pour qu'on puisse les utiliser, pour qu'il n'y ait pas de problème, il faut une définition claire des droits et des devoirs de ces immigrés. Je pense que lorsqu'enfant, dans le Mvet, on dit comment za kobini non
Cela voudrait dire tout simplement que cet immigré avait déjà dépassé ses prérogatives, ses droits, ses devoirs, et qu'il se substituait aux autochtones. Cela voudrait dire que ça devenait alors, ça devait avoir un effet négatif. Voilà pourquoi il est impérieux de définir les droits et les devoirs de chacun. Il y a également une dimension culturelle renouvelée. Ici, deux séries d'interrogations me semblent un peu pertinentes. La première, c'est la relation entre la culture et l'immigration, entre la tradition et l'immigration. Est-ce que la culture fond, notre tradition, va se perdre avec l'afflux d'immigrés chez nous? Comment sauvegarder cette culture? Tous les grands peuples dans le monde ont tout fait pour sauvegarder leur culture. Quand vous arrivez en France, celui qui est breton dit toujours « je suis d'abord breton » avant d'être français. Celui qui est auvergnat dit « je suis auvergnat » avant d'être français. Et donc il y a toute une culture bretonne, toute une culture auvergnate qui ne veulent pas perdre. Pour rien au monde, les Anglais par exemple changeront leur tradition. Ils se disent, malgré la mondialisation, nous devons préserver notre tradition. Si eux arrivent à le faire, ce sont des pays développés. Pourquoi nous devons perdre notre identité? Est-ce que, en nous s'accaparant nos terres, par exemple, est-ce que les immigrés vont imposer leur culture, leur religion? Nous savons que certains musulmans, des extrémistes évidemment, pas tous, dès qu'ils arrivent quelque part, veulent imposer leur religion à tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est tant pis pour vous. Est-ce que ce genre de phénomène, nous l'aurons ici? Et plus important, nous avons toute une sagesse et quand. De quelle manière la sagesse et quand? La philosophie, notre philosophie a réglé ces questions d'immigration. Parce que l'immigration ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'en interrogeant le passé, nous pouvons trouver des pistes et des solutions à cette immigration. C'est pourquoi je me posais la question, est-ce que l'homme et quand peut redevenir le nègre fondamental d'Aimé Césaire, le participant au rendez-vous universel du donner et du recevoir de Léopold Sédar Senghor, ou l'Africain réflexif de Fabien Eboussi Boulaga. La deuxième série d'interrogations élargit en fait ce questionnement à l'État et à notre société et aux organismes internationaux en charge des questions d'immigration. Lorsque nous regardons les pays qui ont réussi à contrôler l'immigration et utiliser l'immigration, je pense notamment au Qatar, au Sultanat d'Oman, à certaines régions de Côte d'Ivoire, ils nous montrent que l'immigration peut constituer un facteur de croissance et de développement pour un pays ou pour une région, mais à une condition que les statuts et les droits de propriété soient bien définis. Est-ce que l'immigration ne va pas mettre en péril la culture et quand? Comment éviter des chocs probables de culture qui peuvent déstabiliser soit notre province, soit notre pays? Et comment faire cohabiter plusieurs religions sur un même espace géographique? Nous avons déjà les catholiques, les protestants, nous avons les musulmans, mais il y a d'autres branches de cette religion qui peuvent arriver chez nous. Je parlais tout à l'heure des extrémistes. Mieux, beaucoup de gens ne savent pas que nous-mêmes, nous sommes des immigrés en réalité. Pendant des siècles, nous avons immigré. De par l'histoire, nous le savons aujourd'hui, que nous sommes partis de vers l'Égypte jusqu'à descendre en Afrique centrale, en descendant d'abord le Nil. Mais pourquoi on abandonnait la plupart des endroits où on voulait habiter? Une seule question, c'est la question de Dieu. Parce qu'à chaque fois, les autres voulaient nous imposer leur religion. Voilà pourquoi on partait de ces régions-là. On voulait nous imposer d'autres religions. Ils avaient plusieurs dieux et nous, on avait un seul Dieu. Et beaucoup de gens qui connaissent plus la culture oublient trop souvent ce que nous appelons Melan,
C'est en réalité une alliance. Une alliance entre le fan et Dieu. Et c'est pourquoi cette alliance? Parce que où que nous allions, nous savions qu'il existe un seul Dieu. C'est ce que le Dieu qu'on appelait en réalité Mbamsikou. Mais le vrai nom de ce Dieu, c'était Eyo. Bref, c'est pour dire qu'en réalité, le problème de Dieu peut engendrer malheureusement des problèmes à terme. Autre question qui s'adresse évidemment aux Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies ont prévu des dispositions pour éviter ce type de problème? Nous savons malheureusement que dans beaucoup de pays, ils sont intervenus pour ne pas dire trop tard. Boko Haram était déjà dans le pays, avait déjà provoqué des dégâts, et c'est à ce moment-là que les Nations Unies sont arrivées. Voilà pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir au moins un représentant des Nations Unies qui va nous édifier dès demain matin sur ces problèmes-là. Est-ce que nous pouvons développer et sécuriser nos villages, nos villes, sans tenir compte de notre appartenance à la CEMAC? On a bien dit que certains pays de la CEMAC, ce sont des pays de transit. Donc nous ne pouvons pas réussir notre politique migratoire sans s'adresser à eux. Alors, compte tenu de toutes ces questions, quelle est l'idée que nous allons défendre, que nous défendons ici, au cours de cette journée de réflexion? C'est que le développement et la sécurisation de nos villages avec l'immigration est possible. Toutefois, pour atteindre cet objectif, un tel objectif impose des conditions permissives et un train de réformes indispensable. Un train de réformes dont l'énoncé requiert le choix d'une méthode. Alors, quelles sont rapidement ces conditions permissives? Il y a d'abord l'exploitation extensive de nos terres par la réalisation d'activités susceptibles de donner des ressources aux villageois. Deuxième condition, résoudre le problème de la propriété de la terre en milieu rural. Parce qu'on verra dès cet après-midi le conflit qu'il y a entre le droit traditionnel et le droit moderne, à qui finalement appartient la terre. Que devons-nous faire? Parce que le villageois se dit, ça c'est ma terre. Mais l'État peut venir tout à coup et l'État dit, c'est ma terre. Mais finalement, quels sont les textes qui régissent la propriété foncière chez nous? Est-ce qu'on peut les améliorer? Cela suppose également donner un véritable statut aux étrangers. Il faudrait que l'étranger sache qui est-il, que nous tous, nous serons d'accord sur son statut. Nibou la donne un nom, ne venons. C'est un notable Onkodjen qui me disait, on avait tellement intégré les Aoussa, que Yaro, qui était l'un des chefs Aoussa, un jour, au cours d'une réunion, on l'a mis de côté. Yaro a lié à tel étape. Et on a Silbena. Mais, comment vous bien toi, Babanyang? Et on met ma téléphone, il y a quelque chose comme à l'heure. Dès il y a un Yamuranga Yalanena, on non. Depuis des années, plus d'une cinquantaine d'années, pour ne pas dire une centaine d'années que ma famille est ici. Donc pour vous, on dit oui, il y a des choses que vous ne devez pas savoir. Et donc, il faut qu'on donne un véritable statut aux étrangers. Et évidemment, il faut un contrôle sanitaire. Nous verrons donc, surtout pour comment réaliser des activités qui peuvent nous donner un peu de ressources. On a quand même des gens qui ont réussi au Walentem, qui ont réussi à essayer de faire quelque chose. On a un Kilbongon, je crois qu'il sera là, peut-être cet après-midi ou demain. Il a quelques petits soucis de santé, mais il me disait qu'il devait arriver. Nous avons ici celui qui est communément appelé Habitam Bigjo. Il va vous édifier sur ce qu'il fait. Je vous donne un peu l'eau à la bouche. Est-ce que vous savez qu'il arrive maintenant à transformer la banane en farine? Vous n'avez plus besoin de transporter la banane, des régimes de banane lourds. Lui, il transforme la banane en farine. Mieux, il fournit à des universitaires camerounais la banane du Gabon.
il vous racontera lui-même son aventure. Et vous allez être édifié sur les problèmes d'ailleurs, les problèmes agricoles, sur les maladies par exemple qu'on peut avoir avec ce que nous mangeons aujourd'hui. C'est un véritable défi sanitaire. Il va nous édifier, vous verrez cet après-midi, vous allez lui redemander même d'en parler pendant des heures et des heures. Il y a, pour ceux qui n'ont pas, qui pour une raison ou une autre, n'ont pas suffisamment de moyens pour exploiter leurs terres, on va également discuter comment peuvent-ils faire louer leurs terres. Comment faire louer leurs terres? Le but du jeu, c'est surveiller justement ce qu'on utilise comme engrais chez nous. C'est une véritable des fois catastrophe. Aujourd'hui, on ne peut plus taire ce phénomène-là. Que ce soit des fois la tomate, les légumes, c'est planté. Malheureusement, beaucoup de ces gens-là utilisent de l'engrais qui est interdit. C'est-à-dire qui provoque des maladies. Je suis sûr que peut-être ce soir ou demain, puisque les médecins, je crois que peut-être qu'ils sont déjà dans la salle, quelques médecins, ont promis justement nous parler de cette intoxication douce que nous avons à partir de la consommation des produits qui ne sont pas bio. Donc, l'objectif, c'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Quand on dit sécurité, il nous faut avoir de quoi manger, mais il nous faut également avoir la qualité. Nous avons invité Olam Essiat à ses assises, et même le ministère de l'Agriculture. Pourquoi Olam? Parce que peut-être Olam allait nous édifier, peut-être qu'ils vont venir, je suis sûr, puisqu'ils nous l'ont promis. Ils nous ont même aidés à réaliser ces journées, et nous en remercions. Ils vont nous parler de ce qu'ils veulent faire. Mieux nous édifier sur l'aide qu'ils peuvent apporter aux villageois, parce qu'aujourd'hui, enfin, ils se rendent compte qu'ils étaient à côté de la plaque. Il sera intéressant peut-être de les écouter s'ils arrivent, parce qu'ils nous ont nous-mêmes déjà édifiés là-dessus. Et nous voulions poser un certain nombre de questions également au ministère, notamment par exemple à la Kestab. Il y a des villageois qui disent, nous voulons bien faire l'agriculture, la cacaoculture, mais qui achète? Beaucoup m'ont présenté des bouts de papier, des bons, qui ont été donnés par la Kestab. C'est-à-dire ils n'ont pas eu l'argent immédiatement. Il nous faut peut-être également privilégier les associations des femmes. Ce sont les femmes qui sont la base du développement aujourd'hui. Il y a une de nos sœurs, Gisèle Eyantoutoum. Malheureusement, elle n'a pas pu arriver à Oyem parce que sa voiture est en panne sur la route. Elle m'a demandé, elle m'a retéléphoné pour me demander de faire son témoignage. Dans son village, c'est elle qui fait tout, à Sam. Elle est devenue la pièce maîtresse de Sam. Et elle me disait encore ce matin, quand vous arrivez à Sam, ce sont les femmes qu'on retrouve au corps de garde. Et donc aujourd'hui, les femmes jouent un rôle fondamental. Non seulement dans l'encouragement de l'immigration, parce qu'il y a beaucoup de veuves, mais également dans le développement des villages. Enfin, toujours dans ce volet, il nous faut résoudre évidemment le problème des circuits de distribution et d'achat par l'État. Je pensais notamment à la cacaoculture. Le deuxième problème à résoudre au cours de ces assises, c'est le problème de la terre. On disait tout à l'heure comment sécuriser la terre et reconnaître la propriété des villageois. C'est évidemment un problème difficile. Il y a certes la charte des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine qui dit que les peuples ont la libre disposition de leurs richesses naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. Et à l'article 21 qui dit que les États s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ces ressources naturelles, nationales. Et donc, en réalité, la charte de l'Union africaine, qui est au-dessus d'ailleurs de nos lois, avait déjà prévu des solutions à ce problème foncier. Mais nous verrons évidemment dès cet après-midi, avec nos juristes, comment
la loi gabonaise, justement, quel est l'état de la loi gabonaise sur ces questions-là. On parlera évidemment du code forestier. Ce code qui prévoit ce qu'on appelle le domaine forestier permanent de l'État et le domaine forestier rural. C'est dans ces deux domaines qui constituent le domaine forestier national. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le domaine forestier permanent de l'État est bien délimité. Mais le domaine forestier rural n'est pas délimité. Résultat, ça cause un conflit entre les entreprises qui arrivent chez nous et nos populations. Donc, on reviendra donc sur cet après-midi, sur ces problèmes juridiques et évidemment le problème de statut des étrangers dont on parlait tout à l'heure. On aura le choix entre plusieurs modes. Il y a d'abord le modèle ECAN. On va essayer de voir c'est quoi le modèle ECAN. Il y a le modèle, le modèle qatari. On appelle ce modèle le kafala. C'est-à-dire au Qatar, un étranger ne peut pas lui-même aller signer un contrat. C'est un Qatari qui signe le contrat à sa place. Et quand on paye cet étranger, c'est le Qatari qu'on paye et c'est lui qui paye enfin l'étranger qui est arrivé. Ça veut dire, si c'est 1 million qu'on a payé au Qatari, il va donner à l'étranger 500 000. Pourquoi le font-ils? Ils disent que la richesse du Qatar doit rester en partie au Qatar. Nous avons dans ce modèle, il y a plusieurs autres modèles évidemment dans le monde. On va en débattre dès cet après-midi. Il y a l'épineux problème du contrôle des immigrés. Le contrôle des immigrés, parce que si nous ne les contrôlons pas, on ne sait pas qui arrive chez nous. Et on va voir comment, peut-être à partir de demain, les problèmes de sécurité, comment mieux contrôler ces immigrés. Voilà pourquoi on avait besoin quand même de chefs de quartier, de chefs de village, parce qu'en grande partie, ceux qui arrivent dans les villages ne sont même pas connus par les chefs de quartier, par les chefs de village. Et à plus forte raison, par le ministère de l'Intérieur ou le gouvernorat. Et donc, nous avons esquissé un début de solution. Et on va en débattre tout au long de nos exposés. Évidemment, pour tout cela, nous avons choisi une méthode. La méthode, évidemment, c'est celle de là-bas, c'est-à-dire chacun peut prendre la parole, poser une question, approfondir une question, approfondir une analyse. Il ne s'agit pas d'un débat seulement universitaire, mais chacun peut prendre la parole. Je vous disais, nous sommes suivis en direct par d'autres écans qui ne sont pas ici, mais qui sont chez eux, qui sont en Europe. Eux aussi vont poser des questions et on va relayer ces questions au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc nous aurons pour chaque, ce que nous appelons ABA, pour chaque corps de garde, il y a un grand thème qui sera au départ, il y aura d'abord une leçon inaugurale sur ce grand thème, quelqu'un qui va introduire le thème. Ensuite, on va donner la parole à tout le monde qui sont au corps de garde. Et à la fin, nous ferons évidemment l'objectif de ces assises. C'est d'abord vous sensibiliser sur ces problèmes migratoires. Vous sensibiliser sur le devenir du Wellington. Chacun d'entre nous, au sortir d'ici, devrait continuer à sensibiliser les autres, que ce soit les villageois. Ce n'est qu'un début, ces assises. Parce qu'en réalité, les assises vont continuer, peut-être de manière informelle, mais chacun d'entre nous va dorénavant devenir l'ambassadeur de ces journées, le porte-parole de ces journées. Je disais tout à l'heure à Zabekale qui est là, que les gens ne savent pas qu'au congrès de Minzik, il n'y avait pas des milliers de personnes. C'est lorsque les résolutions ont été annoncées maintenant à tout le monde, de village en village, que c'est devenu populaire et c'est à ce moment-là qu'on a su la profondeur de la réflexion qui s'est passée à Minzik. Et aujourd'hui, on en parle encore. Et donc aujourd'hui, nous avons utilisé ces moyens pour que chacun d'entre nous puisse relayer ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous aurons donc des recommandations à faire non seulement à l'État, pour peut-être aider l'État à réaliser sa politique migratoire, mais des recommandations d'abord à nous-mêmes.
Certes, ce sont des journées de réflexion, parce que la réflexion précède d'abord l'action. Il nous faut d'abord réfléchir, bien réfléchir, avant, évidemment, d'agir. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais un peu à vous dire aujourd'hui, que le monde change, il nous faut également changer. J'aurais bien voulu, je vais juste dire quelques mots enfants, parce que peut-être que tout le monde n'a pas bien compris.